Bienvenue dans cette formation de commerce extérieur, divisée en deux parties. La première destinée à donner les principes généraux des moyens de paiement à l'international, et la seconde section à la réglementation d'échange algérienne. Pourquoi cette formation? Tout simplement parce que se former au métier du commerce international peut ouvrir de larges horizons de carrière. En effet, selon un récent rapport de HSBC, nous entrons dans une troisième vague de mondialisation qui va encore intensifier les échanges commerciaux. Ce rapport prévoit que la totalité des exportations de marchandises en 2050 sera 4 fois supérieure à celle que nous connaissons aujourd'hui. Nous passons sans plus tarder au premier chapitre de la formation, qui consiste en une introduction aux opérations de commerce extérieur. Il est possible d'effectuer les paiements à l'international de différentes manières. Le mode choisi dépend souvent de la qualité des relations existantes entre le vendeur et l'acheteur. Pour un petit montant par exemple, et si les deux partenaires se font réciproquement confiance, l'opération peut éventuellement s'effectuer contre simple facture. Le fait de renoncer à une sécurité de paiement permet d'exécuter la transaction avec un minimum de contraintes administratives. En revanche, il n'est pas conseillé de livrer, sur cette base, des biens ou des services à un acheteur étranger, si les partenaires se connaissent mal, ou si le risque payé est trop élevé. Aussi, les produits proposés et les prix ne sont pas les seuls critères de succès. Un règlement efficace des paiements constitue également un élément essentiel pour le partenaire commercial. Nous pouvons ainsi classer les modes de paiement d'après les critères de sécurité. Simple facture, à travers le transfert libre, qui n'offre aucune sécurité bancaire. L'encaissement, ou la remise documentaire. Le crédit documentaire non confirmé, puis, le crédit documentaire confirmé. La garantie en cas de défaut de paiement. Lettre de crédit stand-by. Et puis en dernier, évidemment, quand on paie le montant en avance. Mais là, tout dépend de la réglementation. Par exemple, en Algérie, ce montant de l'avance ne doit pas dépasser les 15% du montant total. Alors, qu'est-ce qu'un crédit documentaire? L'un des modes le plus utilisé dans le commerce extérieur, et le plus connu. Le crédit documentaire est une opération par laquelle une banque s'engage pour le compte de son client importateur, à régler un exportateur, dans un délai déterminé, d'un certain montant, contre remise, par l'exportateur, de documents reconnus strictement conformes à se demander dans l'ouverture du CREDOC, justifiant de la valeur de l'expédition des marchandises ou de la prestation de services. Régi par des règles internationales publiées par la Chambre de commerce internationale, les RU 600 révision 2007, le crédit documentaire est l'instrument le plus performant pour sécuriser des échanges internationaux. Il est irrévocable, engagement de la banque de l'importateur, et peut être également confirmé, qui veut dire ajout de l'engagement de la banque notificatrice, ou banque de l'exportateur. Le CREDOC est donc à la fois un moyen de paiement, une garantie de paiement et de livraison à bonne date, et un instrument de financement, puisqu'un délai de paiement est possible. Le crédit documentaire peut varier selon son type, qui peut être soit irrévocable sans confirmation d'une autre banque, ou bien irrévocable et confirmé. Dans le cas du CREDOC non confirmé, la banque émettrice, en général la banque de l'acheteur, prend vis-à-vis du vendeur l'engagement d'honorer le paiement, si les documents sont conformes aux termes et conditions du crédit documentaire. Il n'existe pas d'engagement d'une autre banque, ce qui, lorsqu'il s'agit de pays à haut risque politique, ou d'instabilité économique, peut être problématique. La solvabilité de la banque émettrice, dans ce type de CREDOC joue un rôle prépondérant. Dans le cas du crédit confirmé, le bénéficiaire reçoit deux engagements indépendants, celui de la banque émettrice, et celui de la banque confirmante. Pour que cette dernière accepte de prendre un tel engagement, certaines conditions doivent être remplies. Le crédit doit clairement formuler la demande ou l'autorisation de la banque émettrice au correspondant d'ajouter sa confirmation. La formule «Nous ouvrons notre crédit confirmé» ne suffit pas. Le crédit doit être réalisable au guichet de la banque confirmante. Le texte doit être sans équivoque, et ne contenir aucune clause qui, en fait, permettrait à l'acheteur d'empêcher l'utilisation du crédit par le vendeur. À ces points purement techniques s'ajoutent certaines exigences spécifiques à la politique de crédit. Ainsi, chaque banque examinera soigneusement le risque de dû croire, et le risque payé avant de confirmer un crédit documentaire. Si elle y renonce, et sauf stipulation contraire dans le crédit, elle pourra notifier le crédit au bénéficiaire sans engagement de sa part, mais devra en informer la banque émettrice. Avec un crédit confirmé, le bénéficiaire peut, mais ce n'est pas une obligation, avoir comme seul interlocuteur la banque confirmante.
S'il s'agit d'un établissement de premier ordre de son pays, il se verra alors libéré du souci du risque pays et du risque d'acheminement des documents. Passons maintenant aux variantes du CREDOC selon ses modalités de paiement. On peut en distinguer 3 formes: à vue, avec différé et par négociation. Dans le paiement à vue, le bénéficiaire obtient le paiement sur remise et après contrôle des documents. L'opération se fait sur la base du donnant-donnant, soit paiement contre document. La banque disposera d'un délai maximum de 5 jours ouvrés suivant le jour de présentation des documents pour les opérations de vérification et pour honorer, négocier ou refuser les documents. Il peut néanmoins arriver, même pour les crédits à vue, que la date de valeur appliquée au paiement soit décalée de quelques jours. C'est notamment le cas lorsque la banque désignée doit se procurer la couverture en une ou plusieurs étapes auprès de banques tierces, comme le cas de l'Algérie où la banque doit acheter des devises auprès de la banque centrale. Dans le cas du paiement par acceptation, ou bien avec différé, l'exportateur tire une traite à terme, selon les dispositions prescrites, sur la banque émettrice, ou sur celle qui confirme, ou encore sur toute autre banque désignée. L'échéance de la traite peut, par exemple, être à 90 jours de la date de la facture ou de la date d'expédition attestée par le titre de transport. À présentation des documents, il n'y a donc pas paiement, mais acceptation des faits de change. Dernier mode, le CREDOC est réalisé par négociation. Cette dernière s'effectue par la banque désignée. Le crédit est utilisé par le bénéficiaire sur présentation d'une traite, tirée le plus souvent sur la banque émettrice, accompagnée des documents spécifiés, ou contre remise des documents uniquement. Nous n'allons pas aborder dans cette formation les différentes formes du crédit documentaire telles que le back-to-back, le crédit transférable ou bien revolving, car leur utilisation est encore peu fréquente en Algérie, et nous pouvons trouver leur définition sur les moteurs de recherche en ligne. Mais si vous avez des questions sur l'un de ces modes, n'hésitez pas à nous la poser sur l'espace dédié. Maintenant posons-nous la question, comment se déroule un CREDOC? Nous vous proposons ce schéma, simple, et qui reprend l'ensemble des actions. Tout d'abord, le vendeur et l'acheteur se mettent d'accord sur les conditions de la vente à travers un document commercial, notamment la facture, pro forma pour le moment. Sur la base de ce document commercial, l'acheteur ordonne à sa banque d'ouvrir une lettre de crédit en faveur du vendeur, qui en sera le bénéficiaire. Il va sans dire que l'acheteur doit avoir une ligne de crédit auprès de sa banque pour ouvrir ce crédit documentaire. Cette ouverture de CREDOC est matérialisée par l'envoi d'un SWIFT MT700 de la banque de l'acheteur vers la banque du vendeur. Le SWIFT va reprendre toutes les conditions de ce CREDOC. La banque du vendeur, après analyse des conditions reprises sur le SWIFT, va par la suite notifier cette lettre de crédit à son client et ajouter sa confirmation si demandée. Nous sommes déjà dans l'étape 4. Le vendeur étant rassuré, car il a l'engagement de paiement d'une banque, ou de si le CREDOC est confirmé, va envoyer la marchandise. Une fois tous les documents exigés recueillis, notamment la facture, le titre de transport, etc., le vendeur les présentera à sa banque. Ces documents doivent être strictement conformes à ce qui est repris dans le SWIFT, sans quoi le paiement pourrait être compromis. La banque du vendeur, après analyse des documents, les transmet à la banque de l'acheteur. Si ces documents sont conformes aux conditions d'ouverture, la banque de l'acheteur accepte les documents et procède au paiement, naturellement en fonction de la nature du CREDOC, à vue ou avec un différé. Maintenant que nous avons compris les étapes d'ouverture, nous allons aborder brièvement quelques points de vigilance de part et d'autre. Côté vendeur, ce dernier doit savoir auprès de quelle banque le CREDOC est réalisable, et connaître à l'avance les conditions de cette banque, tarifaires et autres, notamment si le vendeur n'est pas client chez elle. Évidemment, chaque condition reprise sur le SWIFT doit être remplie. Ces conditions doivent être donc claires et sans ambiguïté. Si nécessaire, le vendeur devra demander des éclaircissements ou des modifications via la SWIFT. Côté acheteur, son intérêt principal est que la marchandise ne comporte aucune anomalie, d'où l'importance de demander différents certificats d'analyse et de conformité, établis dans la mesure du possible par des organismes indépendants et de renommée internationale, tels que Veritas. Il est important de rappeler que la banque de l'acheteur est engagée de payer sur la base de la conformité des documents, et non pas sur la base de la qualité de la marchandise, d'où l'importance de documenter l'opération avec des certificats opportuns. Ce passage nous emmène logiquement vers les réserves plus récurrentes. Si le vendeur ne respecte pas l'une des conditions reprises sur le SWIFT, ça sera une réserve. En fonction de sa nature et de sa conséquence sur le CREDOC,
Elle sera soit une réserve bloquante pour le paiement, où l'acheteur devra donner son accord pour la lever, ou bien non bloquante, soit une réserve mineure, qui ne va pas bloquer le paiement. Dans les réserves bloquantes, nous pouvons citer l'absence d'une mention obligatoire sur un document exigé, par exemple le mode de paiement sur la facture, ou bien le dépassement de la date limite d'expédition de la marchandise. Il est important de rappeler que si pour le premier exemple, le vendeur peut envoyer une nouvelle facture pour remédier à la réserve, le cas de dépassement de la date limite d'expédition est plus compromettant, car si l'acheteur refuse de lever la réserve, le paiement ne peut avoir lieu. Pour les réserves non bloquantes, nous pouvons citer quelques exemples de formes, comme une facture qui comporte déjà l'incoterm, mais sans port de destination, ou bien une légère différence dans la description de la marchandise entre la facture et le connaissement. Nous passons maintenant en revue, d'une manière générale sans rentrer dans les détails, les dispositions des RU 600, le but étant d'avoir une idée macro sur les différents articles. Ainsi, nous pouvons diviser les 39 articles en 6 catégories. Les articles de 1 à 5 fixent le cadre des RU. Nous pouvons ainsi trouver diverses définitions, les champs d'application, etc. Les articles de 6 à 10 précisent les principes de base d'un crédit documentaire. À titre d'exemple, l'article 6 mentionne qu'un crédit doit indiquer la banque auprès de laquelle il est réalisable, et mentionne également qu'un crédit doit indiquer s'il est réalisable par paiement à vue, paiement différé, acceptation ou négociation. L'article 9 traite des obligations de notification et l'article 10 des amendements. Les articles de 11 à 17 traitent des normes pour la désignation d'une banque, et plus particulièrement des normes pour l'examen des documents, notamment l'article 14. Les articles de 18 à 28 détaillent les normes acceptables sur les documents du CREDOC, notamment la facture dans l'article 18, de 19 à 27 pour les documents de transport, qui sont détaillés selon le mode de transport, et l'article 28 couvrant l'aspect assurance. Les articles de 29 à 37 traitent de questions diverses, notamment par rapport aux expéditions et aux contestations. Et enfin en dernier, les articles 38 et 39 traitent exclusivement des crédits transférables. Passons maintenant à la structure d'un SWIFT d'ouverture d'une lettre de crédit MT700. Il est bon d'en connaître son contenu, surtout qu'a priori, cela paraît complexe. Alors, que trouve-t-on dans un SWIFT MT700? Les premiers champs donnent une information générale sur le crédit, à quelle règle il obéit, son numéro, sa date d'émission, les noms et adresses des contreparties, entre acheteurs et vendeurs, et le montant de la LC. Puis, nous trouvons le détail de l'expédition. Les expéditions partielles sont-elles autorisées? Et le transbordement? Quel sera le port de chargement et déchargement? Tout en donnant la description de la marchandise, et les documents qui sont exigés, et le lieu de réalisation. Et la troisième partie concerne le flux financier, qui assumera les frais entre vendeurs et acheteurs, quel délai pour la présentation des documents, mais aussi sur quelle banque s'effectuera le paiement et comment. Voilà, ceci nous amène à la fin du cours sur le crédit documentaire. Passons maintenant au chapitre relatif à la remise documentaire. Question directe pour introduire le sujet, quelle est la différence entre un crédit documentaire et une remise documentaire? Tout simplement l'engagement de paiement de la banque. Ainsi, l'encaissement documentaire est le moyen de faire encaisser par une banque le montant dû par un acheteur, contre remise de documents. La banque exerce la fonction d'intermédiaire entre l'exportateur et l'importateur. Elle présente à l'importateur, sur instruction de l'exportateur, des documents mentionnant l'expédition d'une marchandise et encaisse en contrepartie le montant dû, ou se fait délivrer un effet de change accepté. Tout comme les RU pour les crédits documentaires, le traitement des encaissements documentaires s'effectue conformément aux règles uniformes relatives aux encaissements, RUE, publiées par la Chambre de commerce internationale. La responsabilité des banques dans le cadre des encaissements documentaires se limite essentiellement à transmettre et à délivrer des documents contre paiement ou acceptation d'un effet de change. Contrairement au crédit documentaire, où elles se sont engagées, les banques ne sont nullement obligées de payer elles-mêmes si l'acheteur ne remplit pas ou est empêché de remplir ses obligations de paiement. L'article 9 des RUE précise que les banques doivent agir de bonne foi et avec un soin raisonnable. Elles ne sont pas responsables des conséquences pouvant résulter de cas de force majeure, de retard ou de perte dans la transmission de messages ou de documents, sauf si elles ont elles-mêmes commis une faute grave. Ainsi, l'encaissement documentaire assure au vendeur une protection nettement meilleure qu'une simple facture, mais moins grande qu'un crédit documentaire. Toutefois, les avantages sont multiples,
Quand une relation de confiance est instaurée entre acheteur et vendeur, et les risques sont maîtrisés de part et autre, car l'exécution de la remise est simple, et moins coûteuse que le crédoc, et le vendeur peut conditionner la prise de possession de la marchandise par l'acheteur, par le paiement. Pour les formes d'une remise documentaire, la remise peut être à vue, donc document contre paiement, ou bien à échéance, après acceptation d'une traite par l'acheteur. Cette traite matérialise l'engagement de paiement de ce dernier. Maintenant, on peut se poser la question, à quoi un vendeur, ou bien un acheteur doivent-ils veiller? Côté acheteur, son principal souci est la conformité de la marchandise. Il peut consulter les documents au niveau de la banque, mais sans pour autant en prendre possession. Les certificats d'analyse et de qualité peuvent lui donner une idée sur la conformité de la marchandise. Le vendeur doit, de son côté, s'assurer de la solvabilité de l'acheteur, et de s'informer en continu de la situation du pays d'importation. Cette veille doit englober la stabilité économique et politique, mais aussi anticiper tout changement de la réglementation, notamment dans le cas où le pays dispose d'un contrôle d'échange, et qui mettrait sa créance en danger. Passons maintenant aux étapes d'une remise documentaire. Primo, le vendeur et l'acheteur se mettent d'accord sur les conditions de vente à travers un document commercial, qui sera la facture. Le vendeur par la suite expédiera sa marchandise, et une fois rassemblera les documents convenus, les présentera à sa banque, qui les transmettra à la banque de l'acheteur sans engagement de sa part. La banque de l'acheteur notifiera son client sur la réception de la remise, qui prendra possession des documents en fonction du mode de paiement, soit contre paiement, ou bien acceptation d'une traite. Nous allons passer en revue maintenant les principales dispositions des RUE 522. Nous pouvons diviser le document en 7 chapitres. Premièrement, des définitions générales. Puis la structure des encaissements, qui détaille le contenu de l'ordre d'encaissement, ou plus communément appelé le bordereau bancaire. Ce dernier doit indiquer que cette opération obéit aux normes des règles et usances, et doit comporter entre autres les noms des contreparties, le mode de paiement retenu, et le détail du paiement. La troisième partie précise les formes des encaissements, à vue, contre-acceptation, etc. Puis il y est abordé les obligations et responsabilités, notamment la bonne foi de la banque, les cas de force majeure, etc. Par la suite, le détail des paiements est précisé, sur le retard, la devise du paiement, etc., ainsi que la partie qui assumera les différents intérêts et commissions, puis en dernier lieu, des dispositions diverses. Nous vous proposons ici quelques dispositions des RUE. La banque n'est pas obligée de traiter une remise reçue, mais elle doit en informer la banque remettante sans délai. La banque de l'acheteur doit envoyer sans délai l'avis de non-paiement, ou de non-acceptation. Le pli bancaire doit comporter un ordre d'encaissement, contenant les modalités de paiement claires et sans ambiguïté. Nous passons maintenant au sujet des garanties à première demande. Premièrement, qu'est-ce qu'une garantie internationale ? Et une garantie bancaire est l'engagement irrévocable pris par une banque de fournir une prestation en espèces au cas où un tiers faillit à son obligation de prestation ou de paiement. Une garantie internationale est un engagement par signature par lequel une banque émettrice s'engage à indemniser le bénéficiaire en cas de défaillance de son client, exportateur ou importateur, le donneur d'ordre. En accordant sa garantie, la banque s'engage à payer à première réquisition, pour autant que les conditions stipulées dans la garantie soient réalisées. Il est, par ailleurs, important de préciser que la garantie constitue un engagement en lui-même, indépendamment du contrat conclu entre le créancier et le débiteur. Les règles uniformes relatives aux garanties sur demande, qui visent à uniformiser les pratiques des différents acteurs du commerce international, publication numéro 758, ont été publiées par la Chambre de commerce internationale, le 2 février 2010. Ces règles sont très largement suivies au plan international. Sur les formes, les garanties internationales peuvent être classées en garantie de soumission, de bonne exécution, de restitution d'acompte, et la garantie en cas de défaut de paiement. La garantie de soumission peut être requise lors de mise en soumission publique. L'entreprise qui fait une offre doit alors remettre une telle garantie, qui assure le paiement en exécution de son obligation de soumissionnaire, si par exemple, l'offre est retirée par le soumissionnaire avant l'adjudication. Le montant en moyenne est de 1 à 5% du montant de l'offre soumissionnée, et sa validité peut aller jusqu'à la signature du contrat ou la fourniture d'une garantie de bonne exécution, soit en général, 3 à 6 mois. Ainsi, dans la garantie de bonne exécution, la banque s'engage à payer au bénéficiaire le montant garanti, au cas où le fournisseur ne s'acquitterait pas de ses obligations contractuelles.
Son montant est d'environ 10% de la valeur du contrat, et sa durée, jusqu'à exécution complète du contrat. Dans la restitution d'acompte, les conditions de paiement de commandes importantes prévoient souvent que l'acheteur doit verser un acompte pour les matières premières et les coûts de fabrication. L'acheteur ne versera cependant l'acompte prévu que s'il reçoit une garantie de restitution assurant le remboursement au cas où le vendeur ne remplirait pas ses obligations contractuelles. Le montant de l'acompte peut être plafonné par des contraintes réglementaires, comme sur l'Algérie où il existe un plafond de 15% à ne pas dépasser. Dans le cas d'une garantie émise pour se prémunir contre un défaut de paiement, celle-ci est utilisée pour assurer le paiement sur simple présentation de facture. Il en existe diverses variantes. La garantie peut porter sur le paiement complet d'une livraison de marchandises ou d'une prestation de service. Le bénéficiaire invoque généralement la garantie en déclarant, par écrit, avoir fourni la marchandise, mais n'avoir pas reçu de paiement à l'échéance. Une autre variante consiste à garantir partiellement un contrat d'une durée d'une année, conclu entre l'acheteur et le vendeur pour la fourniture de biens de consommation ou de services. Il est bon de préciser qu'il existe deux processus d'émission de garantie, celle directe et indirecte. Nous entendons par direct, le schéma où le donneur d'ordre donne instruction à sa banque d'émettre une garantie au profit du bénéficiaire. La banque garante rédige la garantie et l'adresse directement au bénéficiaire. Dans le cas d'une émission indirecte, la banque agit toujours sur instruction du donneur d'ordre. Par contre, la banque émettrice, appelée banque contre-garante, demande à une banque locale, appelée banque garante, d'émettre la garantie. Les instructions données via le réseau SWIFT par la banque émettrice à la banque locale constituent la contre-garantie. Ainsi, le risque est porté par une banque locale, qui intervient dans cette opération. C'est le cas en Algérie où seules les garanties indirectes sont autorisées à l'international. Nous passons maintenant à un cas particulier des garanties, qui est la SBLC, la lettre Stambi, SBLC, qui n'est pas un mode de paiement en soi, mais plutôt une garantie à première demande émise par la banque de l'importateur au profit de l'exportateur, est destinée principalement à couvrir un courant d'affaires existant entre les deux parties. Son adaptation au contexte algérien la rend quelque peu particulière, car l'application de l'article 29 du règlement 07-01, qui prévoit que la domiciliation est préalable à tout transfert / rapatriement de fonds, engagement et ou au dédouanement. Ainsi, nous ne pouvons imaginer l'ouverture d'une SBLC sans la domiciliation d'un contrat annuel par exemple. Donc avant même que la banque ne s'engage à une certaine hauteur, son client doit lui fournir un contrat commercial conclu avec son vendeur, portant sur un flux régulier, pour les besoins de domiciliation. Ce contrat commercial peut représenter une proforma, tant qu'il reprend l'ensemble des mentions obligatoires reprises dans l'article 26 du même règlement, comme les noms des cocontractants, montant, description de la marchandise, etc. Les modes de paiement, qui pourront accompagner cette garantie, est le transfert libre, et la remise documentaire. Il y va sans dire que le crédoc n'y figure pas, car il y aurait alors un double engagement de la banque. Au fil des réalisations, il faudrait que les factures définitives reçues en transfert libre, ou bien en remise documentaire fassent référence au contrat initial domicilié, et cela afin d'établir le lien entre les deux actions, contrat domicilié et ses réalisations. Sans cela, la mise en jeu pourrait être compromise, car rien ne prouve que l'opération reçue rentre dans le cadre de la SBLC dans la réglementation d'échange. Il est ainsi primordial de respecter un certain formalisme, et nous aurons l'occasion de la voir en détail dans la seconde section de cette formation. Ce cours théorique est à présent terminé, n'hésitez pas à consulter le résumé, les différentes ressources, pour approfondir le sujet, et à répondre au quiz, pour tester vos connaissances. À bientôt pour la section 2, qui porte sur la réglementation d'échange, où on